Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast L'Anclanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Aujourd'hui, on enregistre un nouvel épisode ici chez Neodelta, au Coworking, dans leur studio. Et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que j'affectionne particulièrement, Aline Mich. Comment ça va, Aline ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis contente d'être avec toi, Thomas, aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, ravi de t'accueillir ici. Je sais que tu es une fan de podcast. Oui. On en avait déjà discuté. Alors, le rituel pour commencer l'épisode, c'est déjà de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Aline ? Eh bien, écoute, bonjour à tous, parce que vous nous écoutez et vous nous regardez. Du coup, je m'appelle Aline, j'ai 37 ans. Pour la petite histoire, parce que j'adore raconter cette anecdote, on a la même date de naissance avec Thomas. Exactement. On est nés tous les deux le 14 mars. Team Poisson, c'est les meilleurs, les signes d'eau. Et du coup, pour t'expliquer un peu ce que je fais dans la vie pro, je suis social media stratégiste. J'accompagne mes étudiants, mes apprenants, mes clients en formation. Et après, je fais aussi du consulting en stratégie, où je crée du contenu et je travaille surtout la stratégie de mes clients. Et je suis indépendante, je suis en freelance. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es à ton compte ? Eh bien, écoute, c'est tout récent. C'est tout récent. C'est tout récent, puisque tu le sais très bien. J'ai sauté le pas l'année dernière. Donc là, je vais fêter tout doucement 1 an d'activité. Et avant, j'étais dans le monde de la formation aussi, en salarié. Et du coup, je suis à mon compte depuis septembre de l'année dernière. Voilà. Tu navigues dans le digital depuis Oui. un petit bout de temps. Qu'est-ce qui te plaît dans ce secteur qui se développe de plus en plus ? On est d'accord. Mais il y a énormément de choses à voir, à faire. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce secteur ? Ce qui me plaît le plus, c'est surtout la création de contenu. On en parle souvent ensemble parce que quelque part, on fait à peu près le même métier sur le secteur de la formation. Ce que j'aime le plus, c'est étudier la communication et surtout l'impact du digital sur le business, sur les marques. Pourquoi faire un choix d'aller sur tel canal d'acquisition, sur tel réseau. Et c'est vrai que j'affectionne particulièrement la communication, la création de contenu, parce que pour moi, c'est un véritable levier quand tu es une entreprise, quand tu es à ton compte, pour capitaliser sur ton personal branding, on en parle souvent, pour tout simplement parler de toi, créer du contenu, expliquer ce que tu fais. Et c'est vrai que j'aime ce côté, on se le dit souvent en off, le côté un peu anthropologique de la communication, étudier l'impact du digital, de la com et de tout ce que ça peut du coup impacter dans un business, parce qu'on va pas se mentir, on est là avant tout pour le business, pour faire de l'acquisition, pour faire des ventes, pour faire de l'argent. Et en fait, se servir de ce levier avec la com pour arriver à ça, c'est ce qui m'anime le plus, au-delà de la création de contenu et d'arriver à la finalisation de la com. Mais c'est à peu près un bon topo. Voilà, exactement. Ouais. Et sachant qu'on est à Metz et que l'été, il fait chaud à Metz, Exactement. on a tous les deux plusieurs casquettes. Oui. Alors, tu as une casquette de consultante, Oui. Tu as une casquette de formatrice. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Est-ce que c'est difficile de jongler ? Est-ce que c'est difficile aussi pour les gens de comprendre au final que tu as plusieurs aspects et plusieurs compétences que tu peux mettre en avant ? Oui. Comment tu le mets en avant, justement ? Alors pareil, c'est à la fois très compliqué pour moi parce que c'est une première année où du coup je développe mon activité, où je suis ma propre patronne. Et du coup, effectivement, j'ai une casquette de formatrice aussi. C'est ce que j'aime le plus faire si je fais vraiment le topo de mon quotidien, de ma semaine type. Accompagner mes étudiants. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou s'ils m'écoutent parce qu'ils regardent à chaque fois les podcasts dans lesquels j'interviens. C'est vrai que la partie formation, c'est ce qui m'anime le plus. Le fait d'accompagner, le fait de faire monter en compétences mes étudiants, mais pas que, parce que je fais aussi de la formation en organisme. Donc du coup, j'accompagne mes clients, mes apprenants. C'est ce que je préfère faire. C'est quoi la différence entre former une entreprise, tu as des professionnels, et former une nouvelle génération avec de nouveaux codes ? Ouais, puis surtout, dans ma filière, généralement, c'est des futurs communicants. Et la chance que j'ai, surtout dans les écoles dans lesquelles j'interviens, c'est que je les ai au démarrage, donc en bachelor première année. Donc tu les vois monter. Et c'est ce que je préfère faire. Vraiment, parce qu'ils sortent du lycée pour la plupart. Et tu vois, les accompagner dans déjà poser le cadre, leur apprendre les bases de la communication,
la charte graphique, vraiment apprendre à faire des visuels, avoir ce respect du travail quand tu vas créer ton contenu et avoir de la méthodologie. Parce que malheureusement, quand tu démarres, faut bien apprendre, hein. Il faut apprendre. Et en fait, les pousser à monter en compétences, à créer du contenu. Ce que je déplore souvent, et je pense que tu as le même constat que moi, c'est qu'ils sont dans des filières en com et en marketing et en fait, ils ne créent pas de contenu. Ouais, ils ne font pas de communication. Il y a beaucoup de théories. Pour le coup, j'ai quelques beaux profils quand même qui créent du contenu. J'en ai plusieurs en tête. J'ai Johan, que je t'avais montré son travail, qui est du coup un grand sportif. Et je l'avais un peu challengé à l'époque parce qu'effectivement, il a un beau profil. Et il se challenge pour devenir journaliste sportif. Donc forcément, ça te parle un peu. Il adore le foot. Et en fait, tu vois, de l'avoir eu au démarrage et de l'avoir vu monter en compétences, où il a vraiment une appétence pour la création. Il fait des super visuels et tout. Et en fait, ce que j'aime le plus, c'est les voir quelque part écouter mes conseils et les mettre en pratique. C'est quelqu'un qui crée du contenu, il fait des visuels, il a fait son portfolio. Je lui ai dit, il faut que tu fasses un portfolio, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu démarches. Et il l'a fait. Bon, là, je le cite lui en exemple, mais j'en ai d'autres aussi. Et c'est ce que je préfère faire dans mon accompagnement sur ma casquette de formatrice. Après, je le fais aussi en organisme de formation, ça se passe super bien. Mais c'est sûr que là, on est sur de la formation. C'est différent. C'est une journée, 2 journées, on monte en compétence sur un accompagnement bien précis pour créer du contenu, ce genre de choses. Mais en tout cas, dans ma semaine type, je suis très contente quand je vais en école. C'est ce que je préfère faire en vrai. Et ça se voit. Ouais, merci. Des bons retours et c'est vrai que tu baignes dedans et tu rayonnes par rapport à ce que tu fais. Ouais, puis moi, c'est une année test pour moi, donc c'est tout nouveau aussi. Mais je suis très contente. Pour l'instant, les résultats sont là. Bien. Et moi, mes meilleurs indicateurs, c'est le retour de mes étudiants. Il n'y a pas photo. On parle souvent d'indicateurs de KPI. Et pour le coup, moi, quand je reçois des messages ou quand je vois surtout mes étudiants mettre en application ce que je leur demande de faire, sur n'importe quel objectif, c'est mon plus beau cadeau. Donc l'indicateur humain. L'indicateur humain. Et quelque part, ouais, c'est important, je trouve. Vraiment. Est-ce que tu vois que la formation a aussi évolué ces dernières années ? Parce que il y a de plus en plus aussi dans notre secteur, dans la communication, le marketing, il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus de formations qui se créent aussi. Oui. D'un autre côté, le secteur, il reste quand même limité par rapport au nombre de postes. Oui. Et donc, il faut aussi se réinventer autrement en disant... vous n'allez pas forcément faire une formation, un diplôme et avoir forcément du travail où vous lancer, mais il faudra se différencier. Je le vois, parce que quelque part, du coup, moi, je suis nouvelle. J'étais dans le monde de la formation en étant salariée, mais là, du coup, je suis nouvelle dans le monde de la formation en indépendante. Donc, je fais partie de la nouvelle génération de formatrices et je le vois surtout avec l'écart avec l'ancienne génération qui, je trouve, est parfois dépassée. Surtout avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, je sais qu'on va forcément en parler. Je pense que pour moi, vraiment le game changer, ça a été de me former à l'IA. J'ai été accompagnée par Julie, qui est du coup, que vous devez sûrement forcément connaître si vous nous écoutez. Mais le fait d'avoir été formée sur l'IA pour m'apprendre à l'utiliser, parce que c'est hyper important en com, en marketing, c'est un outil formidable qui peut t'aider à gagner du temps, à t'aider à créer du contenu, à prendre des décisions sur de la stratégie ou à te donner de la vision. Ça remplace pas ton travail, mais c'est un outil pour t'aider à gagner du temps sur des tâches toutes bêtes que tu pourrais faire en automatisation ou en relance, ce genre de choses. Et ouais, je vois l'évolution du monde de la formation. J'avais pas fini de le lire ce matin, mais il y avait Caroline Mignot, qu'on suit tous sur LinkedIn, qui parlait de ça, en disant qu'il y avait un espèce de flou sur le monde de la formation. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer, etc. Très vite. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de s'auto-former et qui n'ont pas forcément besoin d'être en one-one avec le formateur. Ils vont tout simplement faire de la vidéo ou du distanciel ou du e-learning. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir ce côté personnalisation, d'avoir le formateur avec toi pour vraiment t'épauler. Et je trouve qu'en tout cas, l'IA fait de très bonnes choses parce que ça va vraiment nous permettre de nous faire gagner du temps dans l'évolution du marché de la formation.
du moment où tu te formes et que tu te fais accompagner et que tu prends le pas de te former là-dessus. Et que tu penses vraiment que l'IA ne te remplace pas à 100%. Parce que Ouais. c'est un peu la problématique aussi de se dire, ouais. L'IA fait ça, j'ai plus besoin de le faire et je prends bête et méchant. C'est là où je mets beaucoup d'avertissements par rapport à la nouvelle génération, de se dire, il y a des outils, mais si vous l'utilisez juste de manière bête et méchante, vous n'aurez jamais de résultat. Si vous utilisez votre cerveau en mode stratégie plus l'IA pour vous aider, là, oui, il y a des résultats qui peuvent être assez incroyables. Et je te rejoins parce que là, moi, je le vois quand je donne des cours avec mes étudiants, t'as des intervenants qui, genre, sont réfractaires à ça. Ils veulent pas que les étudiants utilisent l'IA. Moi, je trouve ça bête. Il faut justement, et je trouve que les écoles font le travail là-dessus, il faut donner des cours pour que les étudiants apprennent à utiliser l'IA de manière intelligente. Pas, je donne le PDF du devoir et en 2 secondes, c'est fait et basta. Parce que l'objectif, c'est de comprendre, de lire, de pouvoir aussi travailler son IA pour qu'elle te rende le meilleur travail. Quand tu as besoin de faire un visuel, un schéma, un organigramme, voilà, avant on le faisait sur Canva, on le faisait sur Word à l'époque. Bah voilà, là tu donnes les éléments à l'époque. À l'époque, et on perdait du temps aussi. J'ai 37 ans, moi j'ai connu l'avant Internet, j'ai connu le premier téléphone, j'ai connu le monde avant ça quand même. Et je vois l'évolution quand même. Et en tout cas, je vois la différence quand j'ai des étudiants qui me disent, tu sais, genre, ah ouais, vous voulez bien qu'on utilise l'IA ? Mais bien sûr, utiliser l'IA de manière intelligente pour te faire gagner du temps quand tu dois me rendre un travail. Parce que oui, le fait de t'aider de l'IA pour faire un joli visuel ou un schéma, un récap, un tableau, oui, ça va te faire gagner du temps dans un dossier. Comme à l'époque, l'arrivée d'Internet, c'est exactement un bouleversement, certes, mais tu peux pas dire ouais, je fais pas, je mets ça de côté et forcément tu seras dépassé au bout d'un moment. Tu peux pas. Et d'un autre côté, c'est aussi pour se protéger, de savoir utiliser et avoir les bonnes pratiques, parce que aujourd'hui avec l'IA, tu peux quasiment tout faire, dans le bon côté et dans le mauvais côté. Et je trouve que vous faites un super boulot là-dessus quand vous formez sur l'IA, c'est qu'il y a beaucoup de prévention, mais encore une fois, c'est un outil. Voilà, faut pas en avoir peur. Surtout en com et en marketing, c'est un outil incroyable, l'IA. Mais il ne faut pas prendre peur avec l'IA. Il faut juste bien se former, être bien accompagné. Et pour le coup, voilà, quand vous êtes accompagné par des professionnels comme Thomas, Julie, JC, j'ai aucun doute là-dessus, puisque je sais que vous faites beaucoup de prévention sur le mauvais côté que peut être la surpratique de l'IA. Aussi, il faut le savoir. Vraiment. Et par rapport aux réseaux sociaux, je sais que tu aimes créer du contenu, je sais que tu aimes les réseaux. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses des réseaux en ce moment ? Sachant que ça va très vite, ça part un peu dans tous les sens. Il y a aussi des réseaux où on voit des choses se mettre en place avec des publications qui sont, justement par rapport à l'IA, qui sont très répétitives. Commente Claude en commentaire. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Est-ce que tu penses qu'on arrive à une bulle qui va exploser et on va revenir à quelque chose de plus authentique ? Ou ça va encore changer? T'en penses quoi? Alors, je suis à la fois partagée, puisque pour moi, l'utilisation des réseaux sociaux, donc que ça soit d'un point de vue pro, perso, que tu aies juste envie de te déconnecter à scroller sur TikTok, c'est OK. C'est un fabuleux outil d'acquisition. Quand tu le maîtrises bien, quand tu mets en place une vraie stratégie, je trouve que tu as la possibilité du coup de parler de toi, de montrer ta valeur. Je le dis souvent en cours avec mes étudiants, mais quand tu fais du business, le but, c'est que quand je pense à formation IA, je pense tout de suite à la grosse com. Si tu fais bien ton travail et que effectivement on te dit il faut que je me forme sur l'IA, etc. Le but d'une bonne communication, c'est que tout de suite je pense à vous. Au même titre qu'un coach sportif, j'accompagne beaucoup de coachs sportifs sur une école, on leur apprend à créer du contenu, à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, le but, c'est quoi ? C'est que dans leur secteur, ils deviennent des références. Et quand tu as mis en place une bonne stratégie et que tu utilises les réseaux sociaux de manière efficace, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif, c'est tu es un coach sportif, je vais avoir besoin de toi pour plusieurs possibilités, perte de poids, musculation, entraînement, prépa physique. Et si tu crées du contenu suffisamment, parce que pour les personnes qui nous écoutent, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est du référencement naturel. Quand tu vas poster sur LinkedIn, Instagram, TikTok,
Maintenant, sur Google, en plus, on a la vidéo, on a les vidéos courtes qui peuvent être du référencement naturel pour qu'on te trouve. C'est intéressant. Les entreprises qui ne prennent pas le pli de travailler la création de contenu et les réseaux sociaux, pour moi, se trompent parce que c'est une possibilité naturelle et gratuite de créer du contenu pour avoir du référencement. Tu as du contenu, quand tu fais alors, du référencement naturel pour ceux qui nous écoutent, c'est ni plus ni moins coach sportif, MES. C'est des mots-clés. C'est des mots-clés si mon objectif, c'est de trouver un coach sportif. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça, on l'oublie, mais c'est gratuit. Ah oui, Et ça peut te permettre d'être mieux référencé que certains sites, parce qu'un site internet, ça coûte un peu d'argent. Si tu fais du référencement, c'est aussi de l'argent. Et je trouve ça dommage, les entreprises, en tout cas, qui n'ont pas encore compris de comment on peut travailler de la stratégie avec les réseaux sociaux. Je vois surtout que la vidéo, c'est ce qui fonctionne le mieux. De toute façon, on le voit avec l'explosion de TikTok, Instagram, Meta qui copie de manière non dissimulée toutes les bonnes pratiques. Et qui change les règles en cours de jeu. Voilà. Mais ce qui est le plus dur dans nos métiers, c'est l'algorithme. Il change tout le temps. S'adapter en permanence. Il faut s'adapter aux stratégies, aux trends. Il y a des choses qui peuvent fonctionner, d'autres non, en fonction aussi un peu du personal branding que tu te crées. Si tu es une marque un peu premium, tu vas pas faire des trends TikTok sur la dernière musique tendance. Tu vois, il y a des choses... et c'est là où nos métiers sont importants parce que c'est nous, du coup, qui avons un peu ce levier pour donner de la vision à nos clients, à dire attention, te perds pas. Voilà, il faut suivre un peu le cadre. Et à la fois, en tout cas, pour répondre à ta question, je trouve que les réseaux sociaux, avec l'évolution là, de ce qui se passe sur Instagram, et surtout avec, je trouve, la Gen Z qui a cette manière de consommer et de créer du contenu, on va faire beaucoup de stories, mais on va pas créer de contenu, parce qu'on veut pas se montrer. Le côté un peu privé, le côté je t'envoie des messages comme ça avec la nouvelle fonctionnalité instant. Je trouve qu'il y a quand même une espèce de rétropédalage où l'objectif, c'est de revenir un peu à du naturel. Et un vrai réseau social. Voilà, parce que le but d'un réseau social, c'est juste de montrer ton quotidien. Moi, je suis sur Insta, je vais montrer mon quotidien avec mes étudiants, avec nous aujourd'hui où on enregistre ce podcast. Le but, c'est de montrer ton quotidien, de montrer un peu les coulisses de ton entreprise. Et je trouve, surtout avec LinkedIn, là, qui revoit un peu son algorithme sur la pénalisation des contenus IA. Voilà. J'ai l'impression quand même qu'il y a un ras-le-bol général des visuels faits avec l'IA, des légendes faites avec l'IA, les stratégies de hashtag faites avec l'IA, les automatisations de messages faits avec l'IA. Et je trouve que à la fois, on n'a jamais autant consommé de contenu. Le scroll infini quand on passe des heures et des heures sur les réseaux, mais à la fois, on a envie de plus de spontanéité, moins de filtres. Authenticité. Ouais, voilà. Donc, c'est un sentiment un peu à deux vitesses. Et qu'est-ce que tu penses du coup du côté authentique, mais par exemple pour tes coachs que tu accompagnes, par exemple, alors de ne pas faire toujours les mêmes contenus par rapport à ce qui existe, mais aussi de montrer une partie qui ne serait pas forcément montrée de manière naturelle. C'est-à-dire, il y a un peu le côté un peu voyeurisme. Oui. Tu vois ce que je veux dire sur les réseaux. Mais d'un autre côté, ce n'est pas facile aussi pour la personne qui n'est pas professionnelle. Après, pour le coup, les étudiants que j'accompagne sur cette partie-là, c'est des gens qui passent facilement la caméra. Parce qu'encore une fois, c'est pas facile de créer du contenu. Sûr. Moi, la première, c'est pas facile pour moi de me montrer et de créer ce personal branding et de me mettre en avant. Cependant, en fait, il faut un juste équilibre. Si on reprend l'exemple du coach sportif, tu es là avant tout pour répondre à un besoin. Ton service, le fait de coacher, d'apporter ton service de coaching, va répondre à une problématique, à un besoin. Soit tu as envie de perdre du poids, tu as envie de te muscler, soit tu as envie de préparer un Aerox ou une compète. Et en fait, toi, tu es là pour répondre aux besoins de ton client. Donc le but, et généralement c'est ce que j'apprends à mes apprenants, on a tendance à créer du contenu que sur le résultat. Et c'est dommage, parce qu'en fait, il faut montrer aussi la partie expertise. Est-ce que ça a apporté en dehors aussi une stratégie long terme? Et le but, c'est pas juste de montrer un avant-après de ton coaché qui a fait une transformation. Le but aussi, c'est de montrer comment tu prépares tes séances, qu'est-ce que tu fais réellement avec ton coaché pendant la séance, comment tu prépares peut-être ton plan nutritionnel si tu l'accompagnes aussi sur ça, peut-être des compléments alimentaires aussi si tu as un objectif sportif de prépa. Et
Et en fait, pour eux, c'est un juste équilibre. La vidéo fonctionne très très bien, mais en fait, les gens cherchent avant tout du conseil. Et si en plus tu passes bien la caméra, que t'es sympa et que tu donnes de la valeur, les gens vont liker et s'abonner parce qu'en fait, c'est toi avant tout. Oui. Et puis ils suivent une vraie personne. Oui. Là où les contenus, maintenant, voilà, on voit tout et n'importe quoi. Oui. Derrière, on va chercher une personne référente et on a confiance en une personne. Oui, et puis sur ce secteur-là, il y a un vrai problème aussi avec les coachs fitness des réseaux sociaux qui n'ont pas le diplôme et qui te racontent n'importe quoi. Donc là, pour le coup, eux, ce sont des vrais diplômés, des vraies personnes qui ont un diplôme pour quelque part intervenir sur cette compétence. Et c'est aussi la complexité des réseaux sociaux, c'est que t'es inondé d'informations et c'est super dur de dire est-ce que lui il a raison, est-ce qu'elle a la raison, etc. Est-ce que tu conseilles aussi à tes apprenants de se spécialiser ou de choisir? Parce qu'on disait souvent, il faut se nicher, il faut être spécialisé dans un secteur, mais après ça évolue tellement vite que tu dois être un couteau suisse. C'est quoi ta réponse par rapport à ça? Alors, si on reprend encore l'exemple du coach sportif, ça sera plus parlant pour ceux qui nous écoutent. Oui, la spécialisation, elle est importante, surtout dans ce domaine. Pour exemple, j'ai des apprenants qui se spécialisent que pour les hommes, d'autres que pour les femmes. Prise de masse, perte de poids. J'ai même un ancien militaire qui fait que de la prépa. Là, en ce moment, la mode, c'est l'Irox. Ouais. On voit l'actualité, c'est un engouement en termes de marketing, c'est très intéressant à étudier. Tout le côté storytelling, tout le côté marketing. Et je les vois, du coup, mes coachés, ils ont tous le sac, le badge, la fierté d'afficher que tu as fait l'Irox de Paris, de Lyon, de tel endroit. Ah, tu rentres dans une communauté. Ah ouais, vraiment. Mais c'est, ouais. Et au final, très bien marketé, puisque eux, ils ont la salle, l'équipement qui ne bouge pas. Oui. Tu mets en place, tu remballes. Puis voilà. Le mec qui a... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est une personne qui a créé ça, ou peut-être plusieurs. Ouais, je ne veux pas dire de bêtises. Non, voilà. En tout cas, les personnes qui ont pensé à ce concept, c'est excellent. Et oui, ça me fait penser, tu sais, aussi un peu à la secte Strava. Ouais. Je rigole quand je dis secte, mais... Maintenant, il y a aussi une application qui permet, par rapport à Strava, rencontrer... Oui, mais moi, j'ai des copines qui sont runneuses. Ouais. Ça se match un peu, ça se like et ça se commente un peu les perfs en disant « Viens, on va courir ensemble et tout ». Mais c'est trop marrant. Et t'as même des stars qui font ça. J'aime beaucoup le DJ Diplo. Pour ceux qui connaissent un peu la musique. Et le mec, en fait, à chaque fois, il met ses stats Strava. Et en fait, c'est aussi un moyen pour lui de fédérer autour de lui parce qu'il a même créé en fait son club de running puisqu'il aime bien courir. Et en fait, il organise des sessions un peu sauvages comme ça où le mec dit à ses fans, venez, on va courir. Je trouve ça trop marrant. On revient sur le côté authentique, évidemment. Oui, mais on revient au côté un peu story privé, un peu le côté privilège d'avoir les backstage. Parce que voilà, c'est un DJ mondialement connu, mais le mec, il est hyper chill. Il va courir, il boit une bonne bière après avec ses tu romps la barrière que tu as entre ton public et toi. Oui. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, la spécialisation, pour moi, elle est importante. On le voit aussi dans le monde du coaching, dans nos métiers. Tu as des femmes qui n'accompagnent que des femmes. Et ça pose pas de souci. Non, c'est juste un positionnement assumé et puis ils sont spécialisés et puis c'est ce qu'ils savent le mieux faire. Ouais, je pense à Fanny qu'on connaît bien, qui est une excellente stratège en marketing aussi et dans son accompagnement, elle ne parle qu'aux femmes. Alors je pense qu'elle doit accompagner sûrement des hommes dans sa clientèle, mais en tout cas sa communication et son personal branding, elle s'adresse aux femmes. Ouais. Voilà, mais c'est important. La spécialisation, elle est importante. Et ce qui est important aussi dans notre secteur, c'est la veille. Oh là, oui. Alors la veille, c'est avoir du contenu régulier qui va nous donner des informations pour être à jour dans notre secteur. Est-ce que toi, tu as des références que tu aimes mettre en avant sur ta veille qui te permettent justement de progresser? J'ai une veille naturelle parce que du coup je suis des créateurs de contenu. Alors moi j'aime beaucoup LinkedIn, c'est un de mes réseaux préférés. C'est là où c'est mon canal d'acquisition numéro 1 dans mon business. J'aime beaucoup Instagram aussi. Le conseil que je pourrais donner, c'est de suivre surtout des référents. On a Adam Mosery pour Instagram. L'avantage, c'est qu'il fait souvent des FAQ.
Donc en fait, il t'explique souvent l'algorithme. Il fait ça toutes les semaines, je ne veux pas dire de bêtises, mais très régulièrement. Donc j'ai tendance à le suivre parce que c'est hyper intéressant. J'ai d'autres créateurs. On a parlé de Caroline Mignot. J'aime beaucoup Hugo Gédio aussi sur LinkedIn. Et après, je fais un peu une veille naturelle avec mon feed. Et après, t'as des très bonnes sources comme le blog du modérateur. J'aime beaucoup aussi le travail de Swello sur la partie influence, communication. Et après, j'ai une veille qui se fait naturellement avec le feed que j'ai et les personnes que je suis. Est-ce que les apprenants comprennent quand tu leur dis que la veille, c'est important et à quoi ça peut leur servir? Parce que de base, on se dit la veille, tu souhaites des personnes, voilà, c'est chronophage. Mais on peut aussi mettre des choses en place pour que ça devienne plus accessible, plus facile aussi à suivre. Est-ce que les apprenants, ils comprennent? Ils ont du mal. Ils ont du mal. Ouais, je les dispute un peu là-dessus parce qu'ils ne font pas assez de veille. Tu penses que c'est générationnel? Oui, clairement. Ils ont la flemme de tout, mais c'est OK. C'est la génération qui veut ça. En fait, je pense qu'ils comprennent pas l'objectif de faire de la veille. Donc c'est vrai que moi, j'ai instauré ça avec mes étudiants, vu que c'est des classes que je suis sur l'année. En fait, quand je les ai pas eues depuis un moment, en fait, on se fait un point. J'enregistre tout ce que je veux leur donner. Et en une demi-heure, en fonction de l'actualité, je rebalaye avec eux l'actualité sur les changements d'algorithme, sur même... là, on en parlait en off, tu vois, on a regardé le Crunch Creator, on a regardé un petit peu, on a étudié ça pour qu'ils comprennent l'impact d'un événement comme ça sur le côté Gen Z, avec des sponsors impactants comme la Marine Recrute, et qu'ils comprennent, au-delà de l'événement et de ce que ça soulève, puisque Diego et son associé, ils ont fait un travail formidable sur cet événement. Pour une première, c'était quand même excellent. Toi qui es un grand amateur de sport, je pense que tu as dû apprécier. Mais sur le côté organisation, sponsoring et développement, parce que Diego, de base, il faisait ça dans sa chambre. Hein. C'est un étudiant qui a commencé en faisant... vidéo humoristique. Voilà. Et c'est ce que je leur dis souvent à mes étudiants. Je dis, voilà, vous voyez... En commençant et en lâchant pas l'affaire, ce mec, il était comme vous de base. C'était un étudiant, sauf qu'il n'a pas lâché l'affaire et il a réussi à faire un événement qui est quand même reconnu. Et en fait, la veille, j'essaie de leur apprendre, j'essaie de leur donner des outils. Parce qu'on peut l'automatiser aussi avec de l'IA. On peut se mettre des alertes avec Google. Mais c'est vrai que j'ai des étudiants qui ont quand même du mal à... Même des newsletters, hein, ça. Oui. Le mail vient à nous. Bien sûr. Et on n'a pas besoin de faire l'effort d'aller chercher ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Je le ressens aussi, Ah ouais, bah tu vois. Mais moi, je leur impose ça et ils adorent. C'est ça le pire. Le pire, c'est que tu vois, quand on regarde tout ça... Une fois qu'ils sont dedans. Ouais. Et là, ils sont intéressés, on échange, il y a un vrai débat. Mais naturellement, ils n'ont pas de routine de veille sur la semaine pour se dire « Ah bah attends, je vais aller regarder si l'algorithme a changé, etc. » Ça, je le déplore un peu, mais on travaille. Et encore une fois, c'est des étudiants que j'ai sur des premières années. Donc, on est là pour les faire monter en compétences. Mais c'est important. La veille, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu devais me donner un conseil avant de partir à la partie 2 de l'épisode, un conseil à quelqu'un qui ne s'y connaît pas en entreprise et qui veut communiquer. Parce que tu peux partir dans tous les sens. Oui. C'est quoi la première chose ou les 2-3 premières choses qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est de se faire accompagner? Est-ce que c'est de tester des choses? Est-ce que c'est de faire de la veille? Est-ce que c'est un mix? Pour moi, il y a 2 axes. Soit effectivement, c'est pas ta cam et tu sens que tu n'as pas l'appétence pour ça. Fais-toi accompagner. Et c'est OK. Forme-toi, accompagne-toi. Voilà, et c'est totalement OK. Il faut investir. Voilà, mais il faut investir et c'est un petit budget. Nos métiers sont là pour ça. Moi, les clients que j'accompagne, c'est juste parce qu'ils ne savent pas faire ou ils ont la flemme. Voilà. Et après, sinon, c'est les conseils que je donne en cours, quelque part. La base des bases, quand tu commences à créer du contenu, il faut déjà savoir à qui tu parles. Si tu ne connais pas ta cible, si tu ne poses pas des objectifs, c'est mort. Il faut que tu connaisses ta cible, il faut que tu poses des objectifs. Et après, la stratégie de contenu, on le dit souvent, toi et moi, c'est un marathon. Ah oui. La création de contenu, c'est un marathon. Il faut surtout pas... et c'est le gros problème, je trouve, des apprenants et des étudiants, c'est qu'on a toujours tendance à regarder ces statistiques. Ces vanity metrics. Ouais.
Et j'ai des clients des fois qui me suppriment des posts juste parce qu'il n'a pas fait assez de likes, etc. Et je trouve ça tellement dommage parce que en fait, c'est la course à l'ego. T'as même des gens relous sur LinkedIn qui vont t'envoyer un message, s'il te plaît, like, commente, repartage, les etc. pods qui aussi Insupportable. finalement ont été entre guillemets bannis de LinkedIn. Au même titre que quand tu auto-likes ton contenu juste pour te dire allez, comme ça va pousser l'algorithme, etc. Ce qu'il faut comprendre avec l'algorithme, c'est que si ton contenu est cohérent, que tu t'adresses à la bonne cible, que quand je lis le message, je comprends ce que tu vas m'apporter, ce que tu fais ou quel est l'objectif de ton post. L'algorithme va le diffuser à un panel pour étudier, pour voir le temps que la personne va passer dessus. Est-ce qu'elle va liker? Est-ce qu'elle va l'enregistrer? Est-ce qu'elle va le partager? Et après, elle va le diffuser ou non, en fonction déjà de cette première vision de ce panel. Et oui, en tout cas, pour répondre à ta question, déjà, savoir à qui on parle. Avoir un profil, que ça soit sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, où on comprenne tout de suite ce que tu fais. Je le déplore aussi sur LinkedIn. En fait, les gens ne comprennent pas. Bon, à la base, LinkedIn, c'est un réseau sur lequel, normalement, tu étais censé trouver un emploi. C'est un réseau pro qui s'est développé où maintenant, effectivement, on peut prendre des photos. Les entreprises communiquent, les créateurs de contenu communiquent. On peut créer une vraie communauté. Voilà, exactement. Et tu peux faire de l'employee advocacy où, en fait, toi, en tant que commercial d'une boîte, tu vas montrer ta valeur, tu vas montrer tout ce que tu fais avec tes clients et ça aura beaucoup plus d'impact qu'une page entreprise où on met des posts, où on montre le dernier produit à vendre, etc. Et en fait, quand tu crées du contenu et quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut qu'on comprenne tout de suite qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu vas m'apporter. Et ton produit et ton service, il doit répondre à un besoin ou à une problématique. Mais voilà. Et après, il n'y a pas de secret, il faut de l'organisation. Ah oui, bien sûr, ça prend. Voilà. Mais ça fait partie du métier. Comme dans une entreprise, il faut de la comptabilité, il faut de l'administratif, il faut du marketing, Totalement. il faut du commerce. Et puis voilà, ça fait partie du package. Oui. Et après, voilà, il n'y a pas de secret. Soit tu te fais accompagner et tu délègues, et c'est totalement OK. Soit tu te formes et tu fais les choses correctement. L'algorithme, c'est quelque chose qui se teste. Voilà, tu vas pas poster tous les jours, ça sert à rien. Tu vas essayer de tester un peu sur la semaine. Tu vas voir les journées où ça fonctionne le mieux. Sur LinkedIn, on a toujours tendance à dire qu'il faut poster le matin, mais c'est pas une norme pour tout le monde. Il y a des posts qui fonctionnent très bien le soir. Voilà, tu vas peut-être éviter de poster un dimanche soir à 22h. Voilà. Mais le but, c'est de regarder un petit peu comment ton audience fonctionne sur la semaine. Et puis après, en fait, c'est surtout faire après, quelque part, l'analyse de tes performances, de tes indicateurs, pour après préparer le mois d'après. Quand je bosse des stratégies pour des clients, je ne travaille pas pour moins que 3 mois. En un mois, tu ne peux pas faire de miracle. Oui, pour mesurer des résultats, c'est minimum un trimestre. Voilà, au minimum. Généralement, je fais plutôt même sur 6 mois pour avoir des vrais résultats. Nous, dans nos métiers, on n'est pas là juste pour communiquer et dire « coucou, l'entreprise fait ça ». On est là pour amener du résultat avec c'est un canal d'acquisition, les réseaux sociaux. Et puis c'est de piocher dans ce qui existe déjà, poser les fondations et au fur et à mesure, la maison se bâtit. Exactement. Et c'est là que tu as des vrais résultats. Et la répétition. La répétition. Il faut que tu rentres dans la tête de ton audience pour qu'elle comprenne ce que tu fais. Parfait. On a balayé pas mal de choses, ma chère Aline. On passe au quiz de rapidité. Et donc, attention, là, ça va Je n'attendais que ça. Tu n'attendais que ça. Bon, alors, j'espère que tu es prête. Alors, tu as 2 possibilités de réponse, évidemment. Bien sûr. Mais tu as le droit à un joker. Ah, waouh, génial. Ok, mais qu'un seul. Ok. D'accord. D'accord. Alors, tu es prête? Oui. Allez, c'est parti. LinkedIn, outil de visibilité ou outil de business? Outil de business. Contenu, régularité ou qualité? Oh, c'est dur. T'as droit à un joker. Qualité. Dans ton métier, le plus important, c'est la stratégie ou l'authenticité? L'authenticité, vraiment. Ce qui fait la différence aujourd'hui, le personal branding ou l'expertise technique? Dur. C'est dur. Pour moi, personal branding. Ok. Et dernière question, sur le long terme, le contenu sera toujours créé par l'humain ou délégué par l'IA? À l'IA, pardon. Non, ça sera toujours créé par l'humain qui utilise de manière efficace l'IA, puisque l'IA est un outil qui doit t'aider. Ce qu'on avait dit de toute façon au début du podcast. Non, l'IA va pas nous remplacer, les gars. Aline? Oui. Merci pour cet épisode. Comment on fait pour te contacter si les gens ont apprécié l'épisode et qui veulent aller plus loin avec toi?
Comment on fait? Est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Comment on trouve Aline Mich? Sur LinkedIn, c'est mon canal d'acquisition numéro 1. C'est là où je prends plaisir à répondre du coup aux gens qui me contactent. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Je pense que tu mettras le lien Bien sûr. de mon profil. C'est là-dessus où on peut me retrouver. Ouais. On retrouve tes contenus, Oui, tes posts, tes bons conseils. oui, Et puis un petit message si derrière on veut aller plus loin. exactement. Je suis pas assez aussi régulière que toi, parce que toi, tu es vraiment un crack dans la création de contenu. Je manque de temps. Après, Je poste du contenu éducatif pour mes étudiants, pour mes apprenants. Je montre surtout ce que je fais avec mes étudiants, parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Et oui, voilà. Et inversement, je montre souvent ton profil aussi. C'est toujours dans les deux sympa. sens. Oui, moi aussi, je le montre aussi. Pour la suite pour toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la suite de 2026 et la suite de ton aventure entrepreneuriale? Eh bien écoute, là on est un peu dans les dernières heures de cours. Juin est un mois assez important pour mes étudiants. D'ailleurs, je leur souhaite bon courage parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui vont passer leur diplôme. J'ai des étudiants qui valident leur master. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Célia parce qu'elle va être trop contente qu'on lui fasse un coucou. J'ai beaucoup d'étudiants là qui sont dans une période un peu chaude. Et après, juillet-août, ça va être un petit peu plus calme, mais c'est pas plus mal parce qu'on a la rentrée à préparer. Et là, je suis en train de me positionner du coup sur des nouvelles écoles, des nouveaux modules de cours. Je suis très contente. Il y a des très belles écoles qui m'ont contactée, donc je vais avoir une rentrée très chargée. Suite logique. Ouais, très contente. Et franchement, je me souhaite la même année que ce que je viens de vivre. Tout puissance 10, en tout cas dans le ressenti et dans le vivre le moment présent. Je vais préparer beaucoup de choses avec mes étudiants aussi parce que j'ai à cœur de les faire sortir de l'école, de leur faire voir du concret. Et je ne désespère pas un jour qu'on tourne un podcast avec mes étudiants. Bah écoute, pourquoi pas? Ouais, ça serait un beau projet. Avec le matériel, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Mais je me souhaite franchement un copier-coller de cette année. Eh ben écoute, on te le souhaite. Merci Les beaucoup. auditeurs te le souhaitent aussi. C'est gentil. Parce qu'ils te connaissent un petit peu aussi. Oui. Et un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que maintenant, tu es famous. Tu passes dans Mais plusieurs grave. podcasts. Là, ça y est, c'est parti. Invitez-moi. C'est parti. On m'a dit que j'avais une voix à faire du podcast. Ouais, tu es une très bonne invitée. Merci. Très bonne invitée. C'est gentil. On a balayé pas mal de sujets. Merci d'être venu. Merci. On passera du coup les petites informations C'est gentil. pour qu'on puisse te retrouver. Et la dernière question, et c'est le rituel. Pour toi, c'est quoi une clanche? C'est très particulier. Pour moi, la clanche, en bonne Lorraine, je suis née dans le 54, je m'excuse par avance. Personne n'est parfait. Je suis mosellane de cœur. Et du coup, pour moi, une clanche, c'est quelque chose qui ouvre dans l'opportunité de découvrir quelque chose derrière cette porte. C'est joliment dit. Ouais, mais c'est une bonne chose. Généralement, une clanche, voilà, ça va vers quelque chose de positif pour moi. Ok, parfait. Voilà. Eh ben, merci Aline. Je t'en prie. Pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn notamment, un grand merci pour votre soutien. Un nouvel épisode grâce à vous. Vous pouvez toujours vous abonner, commenter et partager l'épisode. Surtout que on n'est que sur des épisodes de qualité, faut le dire aussi. Effectivement, tu as des très beaux invités. Et on se retrouve très prochainement pour un épisode qui va parler d'un nouveau sujet. Donc restez connectés, merci Aline, et puis Merci Thomas. à bientôt. À bientôt, bye.